Et maintenant, l'un des économistes les plus influents de France, il a longtemps conseillé des grandes institutions financières. Il publie aujourd'hui La France réinventée chez Odile Jacob, au moment où la France s'enlise dans l'adoption de son budget, où l'Europe est déclassée face aux États-Unis et à la Chine. Patrick Artus est l'invité de la matinale. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous partagez l'analyse de Terra Nova, le think tank, qui estime que l'adoption du budget de la sécurité sociale aujourd'hui ne sauvera en aucun cas notre système ? Oui, alors tous les économistes et tous les think tanks ont fait des estimations qui sont très concordantes, qu'il faut 120 ou 130 milliards d'euros d'amélioration des finances publiques pour stabiliser le taux d'endettement public. Et donc, il faut absolument avoir cet objectif. Ça veut dire que il faut trouver 120 ou 130 milliards d'euros entre la baisse des dépenses et la hausse des prélèvements fiscaux. Alors, Terra Nova a un biais en faveur de la hausse des impôts. Montaigne avait un biais en faveur de la réduction des dépenses. Montaigne est plutôt libéral, Terra Nova plutôt de gauche. Mais je crois en réalité qu'on n'évitera pas et à l'un et à l'autre. C'est plus de 4 points de PIB de réduction du déficit public qu'il faut trouver en 3 ou 4 ans. Donc c'est 1 point de PIB par an, et donc ça fait 30 milliards d'euros par an, et on n'évitera pas une certaine hausse des impôts et des mesures d'économie. Alors il y a 2 types de mesures d'économie. Il y a des mesures d'économie en changeant pas les institutions. Par exemple, vous sous-indexez les retraites sur l'inflation pendant quelques années. Et puis, il y a des mesures d'économie qui changent complètement la structure. Par exemple, c'est ce qu'ont fait les Suédois dans les années 90, j'en parle dans ce livre, avec une réforme profonde de l'État, avec des privatisations, des agences publiques qui s'occupent d'une fonction de l'État et qui sont seules à s'occuper de cette fonction de l'État. Au total, hein, la Suède a pu réduire, alors apparemment de 20 points de PIB, mais en réalité de 10 points de PIB, ses dépenses publiques, sur tous les postes de la dépense de l'État, sans du tout détériorer la qualité du service public. Et donc on peut avoir une vision un peu réduite de ce qu'il faut faire, avec des économies sur la dépense de santé, avec des franchises médicales plus élevées, sur les dépenses de retraite, avec une sous-indexation, sur les collectivités locales en leur demandant de faire attention. Et puis on pourrait avoir, et je crois que c'est la seule piste à moyen terme. Évidemment, ça se fait pas en un an. Les Suédois ont négocié avec les syndicats, tous les partis politiques, pendant 5 ans, cette réforme de l'État. On peut pas faire une réforme profonde en un an. Mais il faudrait vraiment complètement changer la structure de l'État français pour arriver à nouveau à la fois améliorer la qualité et réduire le coût de l'État. Comment on réduit nos dépenses sociales ? Comment on réduit la dette, en vérité, puisque nos dépenses sociales, les dépenses sociales de l'État, c'est 2/3 de la dette publique. La réforme des retraites est suspendue, donc on peut pas espérer équilibrer le régime de ce côté-là. Vous l'avez dit, il faudra augmenter un peu les impôts et puis faire des économies. Vous n'avez pas parlé de l'augmentation du travail, ni de la durée du travail. Alors, et là, il y a quand même... ça aussi, c'est un Himalaya, pour reprendre l'expression de François Bayrou. Les Français ne veulent même pas travailler un jour de plus ou 2 jours de plus par an. Alors, je crois que il faut que les Français travaillent plus, mais allonger la durée annuelle du travail, c'est pas forcément la bonne piste. D'abord, si vous regardez pas simplement les salariés à temps plein, mais si vous regardez l'ensemble des gens qui ont un emploi, les Français travaillent autant que les autres Européens et travaillent plus que les Allemands sur l'année. Et donc le vrai problème, c'est qu'il y a une proportion faible des Français qui travaillent. Ça veut dire que quand on dit les Français travaillent moins ou la France travaille pas assez, c'est une fake news. Non, les Français travaillent moins en nombre. Ouais. Il y a à peu près 69% des Français qui ont un emploi, et c'est 10 points de plus dans les pays d'Europe du Nord ou en Allemagne. Et donc si on avait le taux d'emploi, ce qui s'appelle, là, c'est la proportion des Français qui ont un emploi. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, par exemple, on aurait 5 points de recettes fiscales en plus, simplement en mettant au travail plus de gens. J'ai l'impression qu'on a renoncé à augmenter le taux d'emploi en France. Quand vous entendez les socialistes, quand vous entendez la gauche et même la droite, la priorité des priorités, ce serait de remettre les gens au boulot où personne n'en parle. Oui, et alors il y a c'est aux 2 extrêmes que ça se situe. Alors il y a 2 difficultés. 1, le taux d'emploi est faible et très faible en France pour les jeunes.
Il y a à peu près un taux d'emploi de 40% pour les jeunes. C'est 20 points de plus dans les pays qui ont un taux d'emploi normal des jeunes. Et ça reflète les problèmes du système éducatif. On vient d'avoir la grande enquête d'évaluation du système éducatif français. En réalité, c'est catastrophique. Il y a un petit Français sur deux a un niveau insuffisant, d'après cette enquête, en maths, en lecture, etc. Et donc, paradoxalement, on a plein de bac plus 5 qui ne trouvent pas de boulot. Oui, mais aussi les Français qui sont excellents sont en tout petit nombre. Par exemple, en maths, il y a 3% des Français qui, d'après l'enquête PISA de l'OCDE, ont un niveau avancé. Il y a 46% des petits Singapouriens. Et donc, il y a vraiment un problème, y compris sur les gens les plus avancés. Et puis, le second problème, évidemment, c'est la réforme. Il faut décaler l'âge de la retraite. On ne pourra pas rester à 62 ans et 9 mois d'âge de la retraite, parce que tous les pays européens vont aller à 67, 68. Y compris les pays idoles de la gauche française. Oui, les pays scandinaves. La gauche française ne jurait que par le Danemark, la Suède, etc. Sur les questions de société. En revanche, ils se sont bien gardés de jurer par le Danemark et la Suède sur les questions d'allongement de la durée du travail. Il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est il va falloir, et ça c'est des tonnes d'études qui sortent aujourd'hui et qui sont très convaincantes, il va falloir abandonner la protection de l'emploi et passer à la protection des personnes, comme l'ont fait des Danois. La flex-sécurité. La flex-sécurité. Alors, la protection de l'emploi, c'est catastrophique, parce que vous rigidifiez la structure de l'économie, personne ne veut quitter un emploi, et puis vous créez un coût du licenciement majeur qui est complètement pénalisant, surtout pour les petites entreprises, pour les start-up. Et donc, il faut absolument arriver à faire des réformes qui sont pour l'instant l'objet d'un tabou complet. Il faut ajouter une dose de capitalisation au système de retraite, il faut passer de la protection de l'emploi à la protection des personnes, il faut réformer le système éducatif, il faut... Voilà. Et pour l'instant, effectivement, on peut constater que 60, 70, 80% des Français rejettent ces réformes qui pourtant amélioreraient la situation de tous. Et c'est pas des réformes néolibérales du tout. Patrick Artus, invité de la matinale de Radio Classique, il publie chez Odile Jacob La France réinventée pour un nouveau modèle social français et européen. En quelques mots, Patrick Artus, comment l'Europe et la France en sont-elles arrivées à ce niveau de déclassement par rapport à la Chine qui annonce 1000 milliards de dollars d'excédent commercial, et les États-Unis qui maîtrisent évidemment l'avenir, l'IA, les data, l'informatique. Comment on en est arrivé à ce déclassement-là? Et vous avez une analyse presque sociologique et historique de cet affaiblissement? Alors d'abord, toute l'Europe ne s'affaiblit pas. À nouveau, si vous regardez la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, les pays protestants, la Finlande, oui, c'est des petits pays plutôt protestants, mais je crois pas que la religion joue un gros rôle. Non, c'est des pays où il y a une culture du consensus travaillé. À nouveau, c'est des pays qui ont fait plein de réformes, le système éducatif, les retraites, l'organisation de l'État, des privés, mais des réformes qui ont été acceptées par une très très large majorité après négociation et après construction de consensus. Donc ce qui nous différencie plutôt de ces pays, c'est la culture du consensus dans ces pays et la culture de l'absence de consensus en France. Et puis, il y a aussi les tabous. Enfin, par exemple... les tabous, c'est bien ça. Le tabou on veut pas de système de retraite par capitalisation. Ouais. Tous ces pays ont des retraites, une partie du système de retraite par capitalisation, donc ils ont plein d'argent pour financer les start-up, ils ont plein d'argent pour construire des multinationales. Regardez le Danemark, c'est un tout petit pays, hein. Il y a des multinationales de taille mondiale, il y en a plein au Danemark, dans la pharma, dans l'électronique, etc. Et donc c'est la troisième différence, je crois, c'est le système éducatif. Et je me répète, tant qu'on ne réparera pas le système éducatif, on ne pourra absolument pas faire de progrès, parce que on veut faire une économie numérique, on veut utiliser l'intelligence artificielle. Mais il faut un minimum de culture scientifique pour utiliser l'intelligence artificielle. On veut réindustrialiser, mais on réindustrialise pas sans ingénieurs. Hein. Et donc la priorité 1, vraiment, c'est le système éducatif. Hein, Patrick Artus, la France réinventée, est-ce que vous y croyez? Je veux dire, c'est formidable de faire un livre où vous dites qu'il y a les moyens du sursaut, etc. Mais est-ce qu'en votre conscience, honnêtement, franchement, vous y croyez encore? Alors moi, je crois que d'abord,
qu'on pourrait s'inspirer, pas de l'exemple américain ni chinois, qui sont absolument inimportables en Europe, mais de l'exemple de ces pays d'Europe du Nord. Mais malheureusement, je crois pas que les réformes qui sont pourtant nécessaires et pourtant qui à nouveau qui sont pas des réformes néolibérales, qui sont des réformes qui profiteraient à tous les Français, les entreprises, les créateurs d'entreprises, les salariés, les jeunes, etc. Que ces réformes ne viendront pas de l'intérieur. Pourquoi on les fait pas? On les fait pas parce qu'il y a quand vous regardez les sondages, il y a des tabous. Mais qui sont les gardiens du temple et qui sont les gardiens des tabous? Le problème, c'est un cercle vicieux. Il faut montrer les gens. Comme disait Paul Quillet en 80, des têtes vont tomber et il faut dire lesquelles. Oui, mais quand vous regardez les sondages... Je plaisante presque. Oui, mais quand vous regardez les sondages, il y a 70 ou 80% des Français qui rejettent la réforme des retraites, des économies de santé, l'allongement de la durée de la durée de vie au travail. Et donc, je pense que ça débouchera sur une situation où la France sera contrainte de se réformer par une contrainte extérieure. Qui? La BCE, la Commission européenne. Regardez les pays d'Europe du Sud, le Portugal, la Grèce, maintenant qui ont des économies florissantes. Est-ce qu'ils vont longtemps accepter que la France ne fasse aucune réforme alors qu'eux, ils ont baissé leurs pensions, ils ont réformé leur système public? Et non, c'est inacceptable pour ces pays. Il y aura de plus en plus de pays pour lesquels l'entêtement de la France à ne pas se réformer sera inacceptable. Vous imaginez un Premier ministre grec faisant une médiation entre la Banque Centrale Européenne et le gouvernement français pour que la France devienne raisonnable? Oui, mais à nouveau, est-ce que les Allemands qui sont quand même les plus puissants, accepteront longtemps que la France fasse 5 ou 6% de déficit public en pourcentage de son PIB, emprunte des quantités énormes, qui est pas bon pour les marchés financiers européens, parce qu'il y a trop d'endettement public et donc qui laisse peu de place aux entreprises. Est-ce que les Allemands accepteront longtemps cette exception française qu'on ne s'applique aucune des règles? Vous parlez des Allemands, est-ce qu'ils peuvent avoir la nostalgie du Deutschmark? Est-ce qu'il y a un risque un jour, les Allemands, voyant la France ne pas payer l'addition à la fin du banquet, se dire moi je retourne au Deutschmark? Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. L'euro, c'est complètement irréversible. Mais les Allemands auront le pouvoir, probablement, avec la BCE, à un certain moment, profitant d'une tension financière de la France, de passer un deal avec le gouvernement français, réforme contre soutien. Patrick Artus, merci infiniment d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Je conseille vivement votre livre d'économie qui se lit rapidement, dynamique, clair. C'est publié avec votre co-autrice Marie-Paule Virard. Ça paraît chez Odile Jacob, c'est très bien fait. À bientôt Patrick Artus, merci.